Et maintenant, Radio Nebia vous présente l'émission Livrons-nous. Une émission dans laquelle les joueurs de Grand Singe ont enfin découvert comment ouvrir un livre. Vous allez voir, ils sont contents. Bon, par contre, ils s'arrêtent plus de parler, mais ça va dans le bon sens, tout ça. Voilà. Serge, roman de Yasmina Reza. L'idée maîtresse de ce périple, je peine encore à me l'approprier, était, pour le dire avec la componction de notre époque, d'aller sur la tombe de nos parents hongrois. Gens que nous n'avions jamais connus, dont nous n'avions jamais à ce jour entendu parler, et dont le malheur ne semblait pas avoir bouleversé la vie de notre mère. Mais c'était notre famille. Ils étaient morts parce que juifs, ils avaient connu le sort funeste d'un peuple dont nous portions l'héritage, et dans un monde ivre du mot mémoire, il paraissait déshonorable de s'en laver les mains. C'est en tout cas comme ça que je comprenais l'implication fiévreuse de ma nièce Joséphine. J'essayais de me souvenir des liens qu'elle avait pu tisser avec notre mère. Notre mère s'était appliquée, à n'être le médaillon d'aucune chaîne. Joséphine, avec ses cheveux remontés en ananas, semblait animée du désir contraire. Passant devant le bloc 24A, quand nous n'avions pas encore neutralisé ses velléités d'éclaireur, elle nous a informé qu'il s'agissait du bordel. Puis elle a commenté le panneau sur l'orchestre du camp. J'ai dit « Tu as mis des fossiles même aujourd'hui ?»« Ils sont permanents », a-t-elle répondu. Les arbres m'obsèdent, ils sont partout, bien plantés, bien alignés. L'herbe aussi me trouble, les longs parterres proprement tondus. Le grand chêne à l'entrée devait exister. Quelle taille pouvait-il avoir au temps du camp ? Les autres, ces présences aimables et décoratives, ont été plantées. Par qui ? À quelle fin ? Il faut un effort mental pour faire coïncider la représentation du Todeslager avec le décor dans lequel nous évoluons. J'éprouve la même déception que devant un tableau préféré dans les livres. On déambule tous les quatre, éparpillés dans les allées. 2 filles en short fleuris marchent au devant. Leur queue de cheval se balance à chaque pas. Je me sens plus proche de ces filles et je pensais que des Israéliens en toge avec leur drapeau. Ce kitsch nationaliste m'exaspère. On doit palabrer avec Serge pour qu'il accepte de rentrer dans le bloc 4 et 5 qui constitue le muséum. Une foule, on étouffe, et avance à peine dans des couloirs organisés en circuit. Il fait 2 tentatives avortées. Joséphine le récupère sur le perron. « Papa a fait un effort. Tu n'es pas venu juste ici pour te promener. »« Je ne peux pas être là-dedans. »« Essaie, papa. Je connais tout ça. J'ai déjà vu tout ça. Viens avec moi, s'il te plaît. » Elle le tire par la main. Il se laisse traîner dans la file, endurant l'accablante proximité où flottent des effluves de crème solaire. Lorsqu'il arrive à la hauteur de Nana, de l'autre côté du cordon, il dit, accablé, « Qu'est-ce qu'elle veut de moi ? Qu'est-ce qu'elle veut de moi, cette enfant ?» SS avec mitrailleuse, personnages armés de gourdins, chiens précipitant sous terre les damnés. Les centaines de figurines blanches de la maquette des crématoires de Birkenau s'entassent dans le long vestiaire et la chambre à gaz. Nous passons en silence, et avec quelle pensée ? Devant les vitrines d'Atel, corsets, lunettes, gobelets, gamelles, tasses, brocs, mer profonde de coquillages colorés, valises, chaussures. On mettait déjà des compensés, dit Nana, devant une bottine détachée du lot. Brosse à cheveux, Adam, boîte de cirage, innombrables objets silencieux et intimes qui ne s'entendaient pas à devenir des pièces de musée. Et nous nous arrêtons pour savoir, sans savoir si c'est la métamorphose ou le gigantisme qui trouble, devant les cheveux qui occupent tout l'espace derrière la vitre et qu'on ne dirait jamais être des cheveux. Derniers restes humains couvés par les scientifiques pour ne pas tomber en poussière, et que rien ne destinait à devenir cette masse houleuse et grise de chanvre, ce nid interminable. Nous sommes assis, Serge et moi, sur les margelles de pierre qui bordent les marches du bloc 10. Le bâtiment est fermé au public. Joséphine nous lira sur son dépliant que c'est celui des expérimentations médicales. Serge fume. Les filles reviennent des toilettes. Joséphine dit que le bloc des toilettes est celui du pavillon hongrois, mais qu'il faut rentrer par l'autre côté. Elle dit que l'exposition française est à côté. Elle demande ce qu'on préfère. Voir l'exposition française ou l'exposition hongroise en premier.
Elle propose de voir l'exposition française en premier. Mais de toute façon, dit-elle, nous devons d'abord visiter la prison, le bloc 11. Le bloc de la mort, qui est le pire bloc, car c'est le bloc de la torture, avec le mur des exécutions. Elle dit à son père qu'elle ne pense pas qu'il ait le droit de fumer dans le camp. Elle l'a lu dans le hall d'entrée. Elle dit « C'est dingue, dans les WC, il y a une table allongée. Tu crois que des gens viennent ici avec des bébés ?» Elle dit que des centaines de femmes ont servi de cobayes à des expérimentations de stérilisation dans le bloc où nous sommes assis. En 1943, nous dit-elle, le gynécologue allemand Karl Klober. « Arrête, Jo, tu nous saoules. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu nous épuises, c'est vrai. J'essaye de rendre cette visite un peu dynamique. C'est peine perdue. » Ils sont cons, dit Nana. Tu n'as pas chaud, mon papounet, avec ce costume ? Si, mais je ne me plains pas à Auschwitz. Je fais un infarctus, me dit Serge, dans la cour du mur des exécutions. J'ai une enclume sur la poitrine et j'ai la tête qui tourne. La cour est envahie. Lorsqu'un groupe quitte le lieu, un autre surgit. Des grappes casquées et dénudées entrent et sortent par la porte latérale du bloc 11. Une offensive sans fin. L'accès au bloc est impossible. Sortons de là, je dis. Je l'attrape par l'épaule et tente de l'entraîner hors du préau surpeuplé, tandis que Nana dessine de grands gestes pour nous attirer à l'intérieur de la prison. Nous marchons vite, le long des bâtiments, rasant le mur rouge, les soupiraux. En fait, c'est lui qui marche vite, en farfouillant dans ses poches. Je dis, tu n'as pas de crise cardiaque si tu marches à cette vitesse. J'ai la mâchoire en ciment, c'est un signe. Mais non. J'ai des fourmis. Arrête-toi 2 secondes. Je crois que je deviens dingue. Hier, en traversant, la rue Marioni s'est inversée. Qu'est-ce que tu cherches ? Le Xénotran. Il trouve la plaquette, il avale 2 cachets bleus. Il s'éponge avec un mouchoir en tissu. Je dis, enlève ta veste, tu étouffes dans ce costume. Pas question. Autour, un espace vide bordé de constructions basses. On s'assoit dans un coin d'ombre, presque au sol. C'est une bordure de pierre. On entend des oiseaux. Après un certain temps, il dit « Si je deviens dingue un jour, tu m'abats. » Promis. Si le corps fout le camp, tu m'abats. Un cancer, un stroke, tu m'abats. Tu me diras le bon timing. Immédiatement. Tu fumes avec un infarctus ? Ta gueule. Devant nous, il y a la guérite d'appel. Au sommet de son toit, une fine girouette de métal. Me reviennent les récits d'interminables attentes debout en haillons par gel. Vent et nuit mortelle, car le matin était la nuit. Le panneau dit sombrement « During inclement weather ». Elle n'est rien, cette guérite. Une drôle de cabane forestière en bois. Une femme asiatique en poncho d'été et sabots en caoutchouc troué, comme on en voit sur les plages, s'est écartée de son groupe pour poser devant avec sa perche à selfie. Elle s'est composée un aimable demi-sourire, dont elle affine le dosage selon les prises. Elle n'est rien, cette guérite, me suis-je dit. Et cette place où sont tenus tant de squelettes pétrifiés ne sont plus rien non plus. Mon portable sonne. « Où êtes-vous » demande Nana. « Quelque part. »« On sort de la prison, c'est atroce. »« Ah bon ?»« Des tombeaux, tu mourrais de suffocation. Comment des hommes ont pu faire ça ? C'est inconcevable. » »« Si, c'est concevable. Et ça se fait encore, tu sais. Pourquoi t'es désagréable ? Fais un tour en Syrie ou au Pakistan. Vous allez où maintenant ? Au pavillon français, bloc 20. On vous rejoint. Elles vont où, dit Serge ? Au pavillon français. Elles sont frénétiques. Ouais, bon ? Ouais. Elles sont frénétiques. Elles sont frénétiques. Et ça s'appelle Serge. Ça s'appelle Serge. C'est Pourquoi un livre, ça s'appelle Serge ? C'est un livre qui est tourné autour du personnage de Serge. Même si c'est pas lui celui qui parle. Le personnage principal. Le personnage qui parle. C'est ça. Ok. C'est pas lui le narrateur. C'est pas lui le narrateur. Okay. C'est pas lui la première personne. Raconte un peu. Alors, c'est quoi l'histoire de ce Serge ? Parce que j'imagine que du coup, s'il y a son nom sur la baraque, c'est que c'est pas n'importe qui, quoi. Serge, c'est un peu cet oncle qu'on a tous. C'est son frère qui raconte l'histoire. C'est une histoire de famille où toute la famille se réunit pour partir ensemble à Birkenau pour aller visiter les camps. C'est une famille juive, du coup ? C'est ça, dont les racines sont juives. Ils sont pratiquants et tout ou pas ? Non. Enfin, non, non, plus pratiquants.
plus pratiquant. Et on laisse sous-entendre dans la narration du livre que il y avait souvent des débats avec la mère de Nana, tout ça, de la mère des trois frères et sœurs, c'est-à-dire Serge, Nana et celui qui parle, je me souviens plus son prénom d'ailleurs. Mhm. Et Oui, vas-y, dis-moi. mais c'est drôle d'avoir cet avis sur les descendants de cette guerre qui est déjà à la première personne. C'est hyper intime. On rentre dans une famille, avec les. C'est pas un discours qui est porté sur une guerre, c'est un non-discours, c'est des non-dits tout le long du livre. Et ce passage m'intéresse beaucoup justement pour ça. C'est vrai que justement sur ce passage-là, il y a beaucoup ce truc de... Moi, ça m'a rappelé des sorties dans les musées. Mhm. J'ai l'impression qu'ils se faisaient chier comme moi dans les musées. C'est vrai. Alors que eux, ils sont de la famille en plus. Oui, mais je comprends bien. Mais tu sais, avec ce truc de... non, mais faut qu'on aille voir ça, tu vois, des trucs genre... faut absolument qu'on aille voir ça. Et puis dans les musées, il y a toujours quand même des trucs qui se passent à certaines heures, souvent. Ouais. Tu vois, je pense... je sais plus comment ça s'appelle. Les projections. À Paris, tu sais, pas loin de la Tour Eiffel, il y a un truc sur la physique. Tu sais, la maison du chercheur, ça doit avoir un nom comme ça, la con. Ok. Qui est super. Où est-ce que, il y a plein d'ateliers où on te fait tourner, on te fait prendre conscience de la force de Coriolis, des trucs comme ça et tout. Mhm. Et en fait, il y a vraiment ce truc de, va falloir que je passe voir ça avant de partir, sans savoir ça va trop te plaire ou quoi, tu vois. Et du coup, t'as cette espèce de constant, un peu, je vais me faire chier. Oui, parce qu'on a une espèce d'obligation personnelle, je sais pas. Parce on se sent poussé à le faire. Moi, j'ai eu beaucoup ça, enfin, dans tous les musées dans lesquels je suis allé. Mais après, j'ai pas de besoin de mémoire, moi, tu vois. Mhm. Dans le sens où, bon, déjà, la mémoire, enfin, il y a des trucs que je trouve stylés. Et je dis, quand même, celui-là, il a fait ça, ou ceux-là ont fait ça, et c'est cool, ou c'est moins cool. Mais j'ai pas ce truc de... faut pas qu'on les oublie. J'ai pas trop ce truc-là. Je trouve ça injuste pour tous ceux qu'on a oubliés. Ah oui, c'est oui. peut-être un truc comme ça, je Oui, sais pas. c'est ça. Ouais. Mais bref, il y a une espèce de côté comme ça. Et c'est vrai que au Louvre, par exemple, t'as un truc, c'est hyper fléché, tu vois. Il y a tellement de monde, tu vois même pas les flèches au Louvre. Oui, C'est non, mais pareil. je veux dire, t'as un parcours et genre, tu vois, faut pas Ouais. aller dans le contresens parce que tu te fais rouler dessus, quoi. C'est vrai. Et du coup, il y a ce truc où t'avances et tu te dis, bon, ok, ça j'ai vu, puis arrivé à peine à la moitié, j'ai dit, bon, ben c'est bon, là. En fait, j'ai vu le reste. En fait, là, je voyais déjà plus la différence entre les premiers et ceux que je venais de voir. En mode de, Alors, est-ce que c'est l'œil profane, du coup, qui fait que tu t'en fous? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté, finalement, tu me disais, il pratique pas. Peut-être que le fait de pas pratiquer, bref, je sais pas. Enfin non, tu me dirais, il les zigouillait pas, Birkenau, Oui, il les zigouillait pas en fonction du rituel juif, donc du coup pas forcément. Mais en tout cas, ouais, l'emmerdement du musée, c'est un truc que je peux comprendre allègrement, quoi. Même, tu vois, quand il parle d'essence, à un moment, il parle de crème solaire. Ouais. Ça m'a beaucoup rappelé Ouais. nos touristes. Tu vois ce que je veux Oui, c'est dire? ça. On est sur on est beaucoup sur du tourisme dans ce livre, en tout cas sur l'impression que ça donne Ouais. de ce voyage familial qui est, ça aurait été. J'ai l'impression qu'il y a quand même des perceptions de ce musée, enfin de Birkenau, je sais même pas si ça me fait mal de l'appeler musée. Ouais, je sais même pas, c'est pas de question, je ne sais pas. Je sais pas si aujourd'hui ou dans fossile, 100 ans il y aura un peut-être, musée Birkenau, ça serait On l'a fossilisé. Non, mais je sais qu'il y a des musées à côté. J'ai sûrement, ouais. mon pote, j'ai mon meilleur pote qui est allé. Il allait à Auschwitz. Il m'a dit, franchement, je me suis emmerdé. Il est allé avec sa daronne. Ils sont passés, ils se sont fait chier. Mais par contre, dans un musée, il m'a dit, il y a eu un seul truc qui m'a marqué de tout le machin. Je crois que c'est dans un musée. Où il y a un truc comme ça. En gros, ils font l'expérience. Le tour opérateur, enfin, je sais pas, le guide, il est fou dans une espèce de prison. Ok. Tous, il dit voilà, là vous voyez combien vous êtes dedans. Et alors tout le monde est comme ça, surtout que mon pote il fait 110 kilos, tu vois.
Et vous voyez là, en fait, il y avait le double de personnes dedans. D'accord. Et là, il a fait ah ouais. Mais c'est le seul moment qu'il a un petit peu touché. Sinon, sur tout le Un truc reste, un peu immersif, quoi. ouais, voilà. Alors Sinon, peut-être qu'à Birkenau, il faudrait faire des trucs immersifs pour ouais, intéresser. je sais pas. C'est horrible. J'avoue, rallumer les douches, c'est chaud, quoi. Non, là, c'est juste Gérard qui fume une clope. Vous voyez l'effet que ça fait? Oui, Voilà. ouais, non, c'est ça. Non, mais Horrible. c'est ça. Non, c'est vrai que, ouais, j'avoue que toi-même, tu t'es croyante? Je suis pas croyante, et j'ai de la famille qui a été justement tuée aussi dans les camps Ah, ah. ou emprisonnée. T'as eu l'occasion d'aller dans ces J'ai pas eu endroits-là? l'occasion. J'ai pas eu l'occasion. Ça te tente grâce à la lecture de ce livre, t'as envie d'y aller pour te faire chier ou genre Bah, d'y aller justement, pour voir ouais. si tu te fais chier C'est par ça, là? c'est ça. Je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je l'ai acheté juste parce que une pièce de théâtre de cette autrice m'avait beaucoup plu à l'époque, qui avait été jouée dont par Lucchini. Comment elle s'appelle, la Art. pièce? Art. Ouais. C'est une pièce qui est tournée autour. Et c'est Art, A-R-T ou Art. Art comme A-R-G-H-H, je Non, suis en train de non. mourir. Art, Art. art artiste. D'accord. Art. Et c'était une bonne pièce assez cynique. Et là, c'est pareil. Il y a une bonne poignée de cynisme. J'aime beaucoup. Ouais. Moi, j'ai bien aimé si tu veux, tout le délire avec la mémoire, où est-ce qu'au final, bon, bien sûr, tout le long, ils s'en foutent. Et j'aime bien la fausse. Sauf Joséphine, la plus jeune. Et on Oui. voit un décalage entre les âges les plus éloignés de cette histoire sont les plus intéressés, presque. Mhm. Ben, c'est peut-être justement ce truc de. Alors, on ne dit pas quel âge elle a exactement dans Elle le est jeune. livre. C'est la fille de la plus jeune des sœurs. Et du coup, ben, il y a peut-être ce truc de recherche d'identité. J'ai Mm. l'impression que souvent, Mm, mm. les gens qui sont très dans la mémoire, ils ont besoin de se rattacher à quelque chose. On y arrive. Ouais, ouais, ouais. Il y a ça après dedans, ouais. C'est-à-dire aussi, non, on y arrive, nous. On y Mm. arrive dans notre époque. La recherche d'identité, je sais pas. Oui, ouais, Il y a un oui. truc qui persiste, c'est l'idée que quand il n'y a pas de guerre, quand on n'est pas en danger, qu'on a une situation sociale, financière, globale qui est assez stable, on va chercher des combats. Oui, oui, oui. Et donc le fait Ah, de s'identifier, une anthropologie bagarreuse, quoi. c'est très joli terme pour. Mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est vrai que, bon, en ce moment, surtout avec les élections, on peut pas rater trop ce thème identitaire, quoi. Et je parle des deux côtés du spectre, hein. C'est-à-dire des gens qui veulent s'identifier euh, ou se suridentifier, genre, tu sais, c'est une orientation de genre, une orientation de sexe, mais il faut Ouais, tu sais, c'est comme le signe astrologique, mais derrière, il faut aussi un ascendant, etc., c'est etc. ça. Et c'est des questions qui sont tout à fait légitimes et qui sont historiquement situées dans les différentes luttes progressistes, etc., etc. Et après, malgré comme partout, tu trouves des abus où est-ce que c'est toujours rechercher moi, ça me rappelle souvent euh, le narcissisme des petites différences. Tu vois, où est-ce qu'il faut être encore plus différent que Est-ce son qu'on est copain, là-dessus? etc. Est-ce qu'aujourd'hui on est là-dessus sur Je sur sais les pas. identités? C'est ça la question Mais je sais que je me pas. posais aussi avec ce devoir de mémoire. C'est on se souvient pour se rassembler et avec j'ai pas envie de rentrer forcément dans le débat pour contre voilà, mais j'essaie d'y réfléchir un peu sur le wokisme. Ah oui, mais ça c'est Donc plutôt, ouais. Ouais. le fait de fédérer des groupes en fonction de souvenirs, de passé, d'identité. euh, et Bon, ça c'est pas spécifique à ce que la droite appelle le wokisme. Parce que bon, ben eux aussi, par exemple, Mhm. ils cherchent des groupes desquels alors, tu sais, ils vont tous se réclamer de Gaulle, tu vois, Oui, ou de ouais, la France, ou de la c'est ça. chrétienté, ou etc., etc. Non, la question identitaire est généralisée de toute manière, et ça passe par l'instrument mémoriel, ça c'est sûr et certain. Moi, là où je disais j'ai des doutes, mais là je le dis entre nous parce qu'on est entre nous, hein, on n'est pas écouté. Hein, fermez les oreilles à ce moment-là. Non, mais disons que
Moi, là où est-ce que je me pose la question, c'est, tu sais, c'est tout le temps, malheureusement, c'est les excès que tu vois. Voilà. Mhm. Mais disons que selon qui j'ai en face de moi, j'en parle même pas. Parce que il y a une vraie question, il y a une vraie question de l'identité de genre, etc., etc. Tu vois. Tu crois qu'il y a une vraie question de l'identité de genre? Ouais, je Est-ce pense, qu'on ouais. va, le fait de se définir dans sa présentation, parce qu'on Ouais. s'est pas présenté aujourd'hui, comment tu te En présenterais? fait, c'est assez marrant. Tu sais, quand quelqu'un se présente, faut toujours regarder ce qu'il dit pas. Mhm. Tu vois. Moi, quand on me demande de me présenter, je me dis qui t'es. En général, ça veut dire quel boulot tu fais, Mhm. plus ou moins. Qu'est-ce que tu fais dans Bon, la en vie? général, bon, ben, c'est Julien. Bon, puis derrière, comme je suis pas, ni homosexuel, ni, bah, du coup, ça, je vais pas le préciser. Après, en général, quelqu'un qui est homosexuel, on attendrait de lui qu'il nous le dise presque, tu vois. Mhm. Mais en fait, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est considéré, mais presque dans un sens foucadien, quoi. Qu'est-ce qui est dans la norme Mhm. et qu'est-ce qui en sort. Euh, Moi, moi, ce que je constate vis-à-vis de ce type d'identité, Mhm. c'est je me dis, euh, il y a des identités qui sont faites par le système en tant que tel. C'est-à-dire que dès lors, dès lors que il traite différemment une catégorie de population, Mhm. bah, du coup, il crée la catégorie de population Il- qui met de côté, en Mhm. fait. Et du coup, c'est lui-même qui crée Donc une identité sociale en la fait. race, Mhm. etc. Oui, mais de toute façon, c'est toujours ça. C'est une identité socio-économique, en tout cas quand il s'agit de politique. Quand il s'agit de soi-même, bon, moi en vrai, moi je pense que si je suis hétéro aussi, c'est parce que je me suis pas posé la question. Mais à vrai dire, je suis persuadé que si je me posais la question, ça serait différent. Mais si tu veux, j'en ai pas besoin, entre guillemets. Ça serait différent. Tu vois, j'en ai Mhm. pas besoin parce que la société me caresse dans le sens du poil. Tu vois, en mode, bah, Peut-être c'est c'est bon. ça aussi, peut-être que vu qu'on est dans la norme, on n'a pas besoin de s'identifier forcément. On n'a pas besoin de se présenter peut-être. Hein. Souvent, on dit les personnes connues n'ont jamais à se présenter, tu sais, quand elles arrivent. Peut-être qu'en en tant que personne de la norme, on n'a pas besoin de se présenter C'est aussi. ça. C'est ça complètement. Mais du coup, ça pose des. Enfin, là, pour le coup, on digresse, hein, on digresse, mais c'est pas grave. Moi, il y a un type de question que je trouve très intéressante dans ces milieux-là, et qui, on gagnerait tous à se la poser, y compris chez, on va dire, les hétérosis. Euh, c'est la question de la masculinité. C'est genre, Mhm, tu sais, souvent, il y a. Enfin, en gros, il y a beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que c'est que le féminin, qu'est-ce qui doit être, notamment chez les trans, par exemple. Tu as beaucoup mhm. ce truc où est-ce que on va reprocher des fois des trans d'être trop bitch, trop machin, Les folles, trop comme on les appelle. Hein. sexualisé, ouais, ou trop Ouais. sexualisé, Mhm, etc. En mode bout, vous avez une image de salope ou des trucs comme mhm, ça parce que vous habillez court, ou parce que vous vous habillez comme ci, ou parce que vous pensez comme ça. Et donc, du coup, ça oblige à penser à ce qu'est la féminité, notamment dans les mouvements féministes par ailleurs, mhm. euh, et principalement d'ailleurs. Hein. Mais personne ne se pose la question de ce que devrait être le masculin au final. C'est-à-dire que enfin, oui, il y en a, Bah, mais c'est justement surtout, on se pose la chez, question de ce que ça doit pas être. oui, ce que ça doit plus être. C'est Mais du ça. coup, il n'y a pas ce truc de construction c'est un peu dommage. Et les seuls endroits où je le vois, c'est notamment ou chez les homosexuels ou chez les trans. Qui se pose la question de comment construire une masculinité qui soit pas toxique pour soi, parce que c'est d'abord toxique pour soi, Mhm. et qui ne le soit pas éventuellement pour les autres, etc., etc. Mais bon, je veux pas trop, je veux pas trop paraphraser parce que moi j'y suis pas, donc. Mais tu vois ce que je veux dire. Il y a ce truc de, euh, puisqu'on fait une féminité nouvelle, forte, conséquente. Venez, venez, nous les
les hétéronormies, on essaye de réfléchir 30 secondes aussi, ça vous dit pas? Genre, non, en général, Je c'est... suis pas sûre qu'on soit sur une image de la femme forte, qu'on essaie de construire une image de la femme forte ces dernières années, hein. Ouais, J'ai vas-y, pas raconte. trop l'impression. Non, mais euh, c'est un peu une ambivalence entre la reconnaissance d'état de victime et, euh, et la lutte pour acquérir de nouveaux droits. Ça, c'est pas forcément ce que je suis, mais ce que j'entends. Mhm. Et cette grosse ambivalence entre la quête de la force et la quête de la reconnaissance en tant que victime, la résilience, ça donne un ensemble très... je sais pas comment dire. En demi-teinte, tu veux dire? En Paradoxal. Ouais, un peu paradoxal. Un peu paradoxal. Là où peut-être moi j'ai grandi avec des vieux films, ou toi aussi, avec des vieux films de femmes qui étaient souvent cadres, qui allaient bosser, les enfants ils avaient une nounou, et donc c'était la femme qui allait bosser, Ouais, bon, ça, qui c'est avait un une cadre vie. un peu bourgeois, du coup. Si C'est, on- tu c'est, vois. bah, même en... La nounou d'enfer, ils sont pas dans une maison... Non, mais si c'est pas la nounou, c'est la tata, ou c'est les grands-parents. C'est vrai. Monsieur Sheffield. Oui, c'est ça. C'est ça. On adore. Mais elle travaille. Ouais, si. Mais il a pas de femme de toute façon. Non, c'est Après, pas eux, parce ils ont qu'il a pas de mère, c'est un mauvais exemple. C'est Mais tu ça. vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien, moi, si tu veux, la forme typique de ce qu'était une famille prolo ou sur le déclassement. euh, pour moi, c'est Malcolm. Hmm. Malcolm, Oui, qui a c'est ça. typiquement ça, où est-ce que tu as beaucoup de petits flashbacks, où est-ce qu'à la Mhm. base ils ont une plus grande baraque, puis ils font un gamin, puis ils font un deuxième gamin, donc ils vendent la baraque, ils en rachètent une, etc. Puis à la fin ils sont dans un truc en ruine, avec 5 gamins, ils savent plus quoi foutre. Et, On est là-dessus. mais ouais, il y a un peu ça. Ouais, alors c'est marrant, mais après, est-ce que justement c'est pas nécessaire ce truc de montrer ce qui va pas, Mhm. pour ensuite revendiquer des choses pour dire que ça aille mieux? Ou est-ce que tu vois vraiment ça comme une contradiction du coup? Non, je prends pas ça. Enfin, je vois pas trop ça comme foncièrement une contradiction. C'est juste que les discours doivent s'enchaîner dans ce cas. Et pas. Oui, J'ai t'as pas. l'impression que c'est un peu trop séparé l'un de l'autre et que du coup ça fait pas corps, quoi. Ouais. À peu près ça, et j'ai pas forcément eu l'occasion non plus peut-être de rencontrer des féministes aujourd'hui qui aient un discours Qui t'est semblé complet. qui m'est semblé complet, et surtout qui soit pas soit trop dans la victimisation, mais surtout dans la victimisation en fait, parce que on, on- la résilience, c'est quelque chose, mais ça commence beaucoup par déjà se reconnaître soi en tant que victime. Après, la reconnaissance des autres, normalement, tu la passes avec un combat. T'es pas obligé de demander forcément la reconnaissance de l'autre pour déjà toi te reconnaître victime. Donc il y a d'autres façons peut-être Ah. d'avancer. C'est vraiment l'altérité, Ouais, t'as un peu du débat. c'est un peu une tech François Bégodeau, ça, justement. En mode, je fais passer l'individu et je me bats pour mes machins. Et ça prendra une forme politique. Mais je vais pas me battre pour le droit du voisin. C'est ça ce que tu dis ou Non, pas? c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est d'abord reconnaître l'état de victime pour chacun pour soi. Enfin, déjà définir ce que c'est qu'une victime, et après combattre. Je sais pas. Je me perds un petit peu. Je me perds Non, un ouais, petit peu. il y a ce truc de. Bon, je le dis comme ça, tu me dis si tu le formules autrement. Mhm. C'est genre, d'abord, on estime les griefs, Mhm. on estime comme je dis, définir ce que c'est une victime, au final, c'est aussi définir ce que c'est que le privilège et le Mhm. non-privilège. Mhm. Hein. Donc on identifie ce à quoi certaines catégories de population ont droit de fait, hein, je veux dire de manière conséquente, hein, pas dans les lois, hein, mais dans la pratique. Après on regarde ce que les gens ont pas, Mhm. ce qui les relie en termes de catégories socio-économiques. Typiquement, toutes les meufs ont machin. Globalement, les meufs ont machin. Globalement, les homosexuels ou les trans ou les racisés ont machin. Mhm. Donc, voyez ce que vous faites. Voyez ce que vous avez que nous n'avons pas. Ça vous dit pas, on rééquilibre la balance. Sauf qu'en général,
le petit bonus, le petit truc en plus, c'est que ceux qui sont du bon côté du bâton, ils lâchent pas le bâton. Oui. Sauf certains ou certaines qui se reconnaîtront. Mais Après, il y a aussi le fait de... Le premier point, c'est déjà répertorier les griefs, ou les attaques, où il y a eu agression, où il y a eu attaque sur une femme, tout ça. C'est très subjectif déjà comme première analyse, parce que chaque femme va vivre les agressions de façon différente en fonction de où elle a vécu. Tout ça, donc on part déjà sur une base très subjective. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas souffrance, ni... souvent, il y a ce truc de... je vois ce que tu veux dire. L'individualisation un petit peu de la problématique, en mode, comment est-ce que toi, tu l'as vécu ça part de là, de toute je veux façon. dire, comment elle s'appelle, l'écrivaine Stéphanie de Monaco. C'est une écrivaine, ça marche. Elle a sorti des livres, je crois bien. Non, tu sais, Subutex, je sais pas quoi, là, Vernon. Machin, yo, on connaît quelle, oh. Vernon Subutex. Oui, tu vois qui je dis. Je vois le livre. Ouais, là, mais voilà, tu vois elle, elle va pas vivre, elle va pas raconter ses expériences de la même manière, elle va pas les vivre de la même manière. Alors, genre, ok, je vais rien lâcher, tu vois. Et presque, pas ce refus de la victimisation, mais tu vois, il y a un truc d'honneur presque prolétarien, tu vois, à base de rester fier, tu vois. Et t'en as qui, du coup, vont plutôt en souffrir, quelle que soit la classe sociale, d'ailleurs, par ailleurs. Mais vont beaucoup en souffrir. Mais alors, moi, justement, si tu veux, je pense que ça, c'est horrible, un peu ce que je vais dire. Mais pour moi, c'est pas la question. En fait, pour moi, ça me fait le même effet que quand on dit... c'est pas la bonne approche. Voilà. C'est pas que c'est pas la question. C'est une question, bien sûr, mais quand il s'agit du champ politique, c'est pas la bonne approche. C'est pas la bonne approche, j'ai l'impression, dans un sens où ça me fait un peu le même effet que ceux qui veulent lutter contre le racisme en luttant contre les gens qui disent ouais, c'est l'arabe. Tu vois ce que je veux dire ? En mode, en fait, ça c'est du racisme si spécifique, si local quelque part, que en fait ça on pourra jamais lutter contre ça en fait. On pourra jamais lutter absolument contre ça. Là où il faut lutter, c'est sur les effets de groupe. Si en tant que groupe, on définit que le viol, ça pue la merde. Oui, non mais de toute façon, il y a des lois derrière. On parlait des lois, bien sûr. On les avait mis de côté très vite, mais c'est déjà la base de tout acte. Normalement, dans une société, en tant que citoyen, on est tous soumis à des lois. Donc, on doit, du moment où on applique, que ce soit les sentences ou le règlement pour nous-mêmes et pour les autres, normalement, on ne devrait pas arriver à ce débat. Donc, c'est comment on fait appliquer la loi dans ce cas. On ne devrait pas, mais effectivement, malheureusement, de manière... Comment on fédère pratique, ça arrive. Donc si en tant que groupe on dit le viol c'est de la merde, mais qu'après il y a des viols qui sont opérés, quelle que soit la manière dont les gens le vivent au final, qu'ils le vivent bien, qu'ils le vivent mal, presque, moi j'ai envie de dire, je m'en tape. Enfin, je m'en tape quand il s'agit de régler la question politique. Tu vois, faisons-le respecter en tant que structure. Tu vois ce que je veux dire ? Où la question doit toujours être matérialiste et donc du coup se poser la question de la structure. Donc du coup, tu vois donc un numéro vert. Alors. Non mais je sais pas. Comment on fait ? Comment faire ? Comment on fait ? Comment faire ? Ça c'est une vraie on digresse beaucoup. Oui. Mais... comment faire pour qu'on vire Darmanin déjà ? Darmanin. Ah oui. On commence par le virer. D'ailleurs, j'ai marché dans un Darmanin ce matin. Du pied gauche. Du pied gauche. Bah ouais, je sais pas. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça c'est. Voilà. Mais est-ce que alors il y a que les femmes qui doivent s'en occuper ? Non. On est tous. Oui, ça c'est clair et net. La nouvelle masculinité, alors c'est aussi s'occuper des femmes. C'est une question aussi. Est-ce que on se prend en main toute seule ? On est des femmes fortes. On fait ce postulat-là. Est-ce qu'on prend part tous ensemble au même combat ? Mais c'est une question fondamentalement presque libérale au fond. C'est-à-dire, et je pense que le premier mouvement,
je pense de terminologie sans penser particulièrement aux stoïciens, mais quand même un peu. C'est-à-dire que le premier mouvement, il est toujours de vers soi. Tu vois. Mhm. Euh, Après, on s'associe aux communautés qu'on identifie comme nos frères et sœurs. Hein. Mais c'est une vraie bonne question. Est-ce que ça Donc doit... c'est Je pense que dans... l'américanisation des communautés qui peut arriver à la fin des agressions, Tiens, peut-être. je vais voir. Tiens. Moi aussi, tiens. Euh, La communautarisation, le fait de se regrouper en tant que identité proche, on est là-dessus. Retourner vers soi, vers les siens. Mais c'est qui les siens? moi, Qui sont après, c'est ce que tu reconnais comme tel. Ça, après, dans tous les cas, on est dans du pur arbitraire là-dedans. Parce que ça veut dire quoi? Enfin, tu vois, je veux dire, de la même manière que être racisé, ça correspond à des codes, machin, euh, y compris, je veux dire, des codes, mais pas des codes qui ne sont que intra. Mhm. C'est-à-dire, on se reconnaît entre nous en tant qu'eux, mais aussi parce que si tu veux, l'organisation du système Fait qu'on est fait obligé. qu'ils sont reconnus en tant Ok. qu'eux. D'accord. Ok. Et alors après, il y a d'autres Mhm. mécanismes de retournement du stigmate, etc., etc. Mais si tu veux, la catégorisation vient pas forcément de l'intérieur. Et même souvent, elle vient de l'extérieur, en fait. Parce que c'est l'extérieur qui te dit, vous n'êtes pas comme nous. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Entre guillemets. Enfin, Non, tu vois le je truc ou vois, pas? j'essaie de le Et percevoir de ma position, c'est-à-dire comment ça peut, parce qu'en fait je connais pas, c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions sur comment on peut faire pour les autres, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut, tu veux dire par quand on rapport à est la six, question racisée ou par rapport à la question que ça d'être soit, une minorité de tout, je fais partie de la norme, Bouh, et pourtant de tu es la une femme. majorité silencieuse, oui, mais je le vis pas mal du tout, Mais t'as même bien raison. Ça avec la serait différence, je con. trouve que c'est plutôt une force qu'un état de victime, au contraire, enfin on a beaucoup plus d'avantages en tant que femme. Enfin, c'est beaucoup plus facile, je dis ça comme ça, d'arriver à ses fins en étant une femme et en usant de sa féminité, par exemple, Ça qu'un dépend homme des qui fins use quand de même. sa Hein. masculinité. Aujourd'hui, on est sur... Oh, ça dépend pourquoi. Hein. ça dépend Franchement, pourquoi. Ça dépend des fins, quoi. Parce qu'arriver à ces... C'est ça, Ça dépend des c'est fins, ça. ouais. S'il s'agit Typiquement, quand il s'agit, par exemple, d'avoir un taf, euh, bon, les études randomisées, où est-ce qu'on envoie des CV juste en mettant les noms, Mhm. ça montre deux choses. Hein. C'est que, bon, les femmes un peu moins, les racisés encore moins, et pas pour les mêmes salaires, à même qualification. Donc, si tu veux, si ta fin, c'est une fin matérielle, dans nos sociétés, mais à moins d'aller faire le tapin à Cannes en espérant tomber sur un sugar daddy, ça va être compliqué, quoi. Enfin, puis tu te rends compte du coup de la perspective. Enfin, tu vois, si t'aimes pas le cul, t'es un peu emmerdé. Enfin, tu vois, si t'es... Il y a plein de trucs comme ça. Il y a sûrement ça. Mais est-ce que ne pas aimer le cul, c'est se refuser sa féminité aussi? Enfin, on peut Ça, partir je dans des grands pense. débats. Non, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais c'est ça déjà le premier point, c'est se reconnaître en tant que victime, donc travailler là-dessus, c'est-à-dire bon, on n'accède pas au même poste parce qu'on est des femmes ou parce que là le bouquin, je reviens au bouquin Ouais, carrément. c'est les descendants de personnes juives et donc on entretient un devoir de mémoire comme on peut le faire aussi avec les femmes, le droit des femmes, il y a une fête chaque année, enfin des commémorations, des comment on passe au-dessus de la mémoire et de la commémoration et comment on passe à autre chose et est-ce que Comment on la avance, mémoire est-ce que le devoir de mémoire sert à avancer? Est-ce qu'il sert à fédérer? Est-ce qu'il y a d'autres fins, quoi? Il le dit. À quelle fin? Pourquoi ils ont mis des arbres, des jolis arbres dans Alors, ce virtuel? individuellement, je dirais non. C'est individuellement, ça dépend des gens. Moi, en général, quelqu'un Les qui gens. individuellement a besoin de se rattacher, tu sais, les bandeurs de Napoléon et tout. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, ça me fait pitié, quoi. Mais au même titre qu'un bandeur de Jean Moulin, finalement. C'est-à-dire, euh, je comprends parce que, enfin, je dis bandeur de Jean Moulin, mais en général, le bandeur de Napoléon, c'est pas le même type. Ils bandent pas sur les mêmes trucs que ceux qui bandent sur Jean Moulin. Mais, enfin, pas sur les mêmes aspects, quoi. Mhm. C'est-à-dire que il y a presque un aspect naturaliste chez les droitards, où est-ce qu'ils vont jusqu'à aimer le corps
de ceux qu'ils admirent, tu vois. Que chez les droitards? J'ai l'impression que chez Jean Moulin, on va plus parler de ses idées que... Oui, c'est vrai que je vois pas trop la tête qu'il a, alors que... oui. Oui, mais tu vois, Napoléon, par contre... Napoléon, oui. Napoléon, on va... Alors, c'est un truc de droitard, Napoléon? Ah ouais, carrément. Aujourd'hui? Même pas qu'aujourd'hui, ça a toujours été. Paoli aussi, alors? De son vivant. Alors, Paoli, là, ça va être plus délicat. Parce que Paoli, si tu veux, lui, ça va être un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire, mais parce que c'est un révolutionnaire face à l'équivalent d'un système royal, en fait, si tu veux. Donc, si tu veux, il y a eu un moment où la bourgeoisie était révolutionnaire. Il y a eu un moment où la bourgeoisie a pensé. C'est le moment où est-ce qu'elle était révolutionnaire. Depuis qu'elle a fait sa révolution et qu'elle a gagné, elle ne pense plus parce qu'elle ne veut plus remettre en question, si tu veux. D'accord. Typiquement, donc regarde. C'est peut-être la nouvelle bourgeoisie ou de refaire une révolution. C'était la bourgeoisie de l'époque ou la bourgeoisie... Pas forcément la nouvelle bourgeoisie, mais juste une nouvelle catégorie sociale. Éventuellement, pourquoi pas les prolétaires, si jamais ça vous donne des idées. Venez, on arrête de penser, on gagne, et puis comme ça on peut arrêter de penser. Ça vous dit pas? Ouais, plus à la Poutou alors. Ouais, vas-y, on prend les armes. Non, oui, mais une fois qu'ils ont gagné, si tu veux, après on interdit la remise en question, tout comme mais finalement, parce qu'on n'est pas en sinon, en Suisse, pourquoi on s'embête? Lui, il reste sur des systèmes censitaires, sur des systèmes avec des grandes familles, enfin, tu vois, c'est pas neutre, si tu veux. Mais pour l'époque, c'est hyper progressiste, parce qu'il fait la première, une des premières, constitutions d'Europe, tout ça, machin, où est-ce qu'on parle pas de droit divin, enfin, bon, tu vois, où est-ce les femmes peuvent voter, etc. Donc par plein d'aspects, ça peut paraître très progressiste, si tu veux, mais ça reste du vote censitaire, mais ça reste réservé à pas n'importe qui, à, on dirait, les gens, maintenant, encore, les gens, c'est les petits seigneurs, les possédants, D'accord. Les petits possédants, mais presque dans le sens ricardien du terme, c'est-à-dire ceux qui possèdent des terres. Okay. Est-ce qu'il est de droite? J'en sais rien. En tout cas, il était pour le changement. En tout cas, il a opéré un changement. Il a été pour le changement. Il était pour. Pour le progrès. C'est pas mon préféré, moi. Si tu veux. Je lui préfère en Buchudalendo, moi personnellement. Mais je comprends. Replacé dans sa matérialité historique, c'est pas un droitard. Là où Napoléon, replacé dans sa matérialité historique, c'était déjà un droitard. Ça a toujours été un réac qui a détruit le directoire, a fait tout il a gagné des guerres parce que juste il avait une démographie qui lui allait bien, puis il a tué des millions de gens partout en Europe, quoi. Donc en fait, il était détesté de tout le monde parce que c'était une sacrée merde. Tout simplement. Non, c'est un salopard. Alors après, on va te dire, oui, on va te parler d'école militaire, on va te parler des 2-3 conneries, machin. Mais en vérité, c'est surtout un énorme... moi, je suis pas fier. Hein. En plus, j'ai grandi à Ajaccio. Je suis pas fier du tout. Ah ouais, c'est un con. C'est un con. N'importe qui a un petit peu de conséquences. Là où on le voit, c'est surtout dans son... dans la figure qui s'est faite de lui-même à travers l'histoire de l'art. On voit beaucoup comment il a manipulé un peu son image pour arriver à devenir cette icône, cette idole. Mais des trucs quasi divins, quoi. Tu vois les tableaux au musée Fesch, c'est un gars. Excuse. Ouais, il y a pas justement, il y a pas tous les tableaux, il y a pas ceux qui le représentaient en train de traverser les Alpes sur un petit cheval ou un âne. Il est de suite Jacques-Louis David avec... Ouais, non, il y a carrément ce truc de... Ouais, je crois le plus emblématique, c'est le tableau du couronnement, où est-ce que... Oui. Bon, là, c'est presque christique, le sacre, comme truc. Là, j'ai reçu quelqu'un ici qui avait... Au début, je voulais même pas la recevoir, cette personne-là, parce que je croyais que c'était une thèse d'histoire. Et du coup, je lis un petit peu si tu veux, l'abstract, comme on dit. Et je vois que c'est une comparaison entre... Mais je te jure, je te mens pas. Hein. Je te jure, je te mens pas. Je suis tout oui. Entre Napoléon et Jésus. Oui. Pardon. Oui, pareil. non, mais tout à fait. Et pourquoi pas? Mais je ne le vois pas trop en tant que martyr. Et le truc qu'il y a, c'est que je lis ça
Et si tu veux, je sais comment ça fonctionne à peu près un historien, je sais Mhm. comment travaille à peu près un historien, tu vois. Et je lui dis, ça, c'est pas de l'histoire, quoi. Donc je rappelle la patronne de thèse et je lui dis, écoutez, moi je suis navré, mais moi je peux pas recevoir un travail comme ça comme un travail historique. Parce que Mhm. j'ai un minimum de conscience épistémologique, ça n'est pas possible. Voilà. Elle me dit, ah non, mais c'est pas historique, c'est de la littérature comparée. Donc du coup, C'est pas une matière indépendante aujourd'hui, j'en sais un rien. secteur indépendant, la littérature Je sais comparée. pas, en tout cas, je sais pas, je ne sais pas. C'est quoi la littérature comparée? C'est des trucs qui comparent la littérature. D'accord, Où ok. où ils disent, ouais, Napoléon c'est Jésus. C'est très contemporain. Ouais, genre, je sais pas par où ils sont passés pour en arriver à Jésus, machin. Mais enfin bon, non, bah après, je m'y connais pas assez. Mais justement, c'est parce que je m'y connais pas assez que j'ai dit, bon, bah vas-y, ok, ça doit être un truc de babos, j'en sais rien. Et ça l'était? Ben, pas tant que ça, parce que là, pour le coup, c'est carrément de retard. Mais en mode, parce que t'as des lectures de Jésus où je te promets, c'est pas Napoléon, hein, tu vois. C'est pas le Mais gars qui va comment on aller peut tuer des millions de arriver gens. Hein. à faire un lien entre les deux? C'est une réelle question. J'ai envie de lire son boulot, hein. Ben, en gros, c'est un délire autour de. Euh, il est la figure qui rétablit, ce qui est une grosse erreur, ne serait-ce qu'historique, parce que ben, Jésus ne rétablit rien, Jésus rétablit pas. Jésus, Non, il c'est... annonce une nouvelle ère. Oui, Tu c'est vois, ça. donc, À ça, l'époque, c'était plus une là, révolution. voilà, c'est un anard. Ouais. Beaucoup plus que C'était un beaucoup mec aux plus. cheveux longs qui fumait des pètes au bord du Jourdain avec son cousin. Quelque chose comme ça, je sais pas, j'y étais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une figure du rétablissement. Et quand il revient à des fonctionnements où tous les royalistes étaient des bandeurs de Napoléon, enfin, c'est un raccourci que je fais là, hein, enfin non, c'est un retour en arrière, Napoléon. Enfin bref, sans s'étaler sur lui. Mhm. Ce qu'on disait à la base vis-à-vis de la mémoire, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a ce truc un peu naturaliste chez les droitards de s'attacher au corps, là où les gauchos vont dire « Ah, les idées de Martin Luther King », tu vois, ou « Ah, les idées de Gandhi, machin Mhm. ». Et c'est On peut-être est le plus dans seul truc... l'immatériel alors. Ouais, c'est ouais, plus d'immatériel, et je trouve ça... C'est peut-être le seul truc que je préfère à droite qu'à gauche. C'est ce truc de d'avoir un rapport au corps aussi. Tu sais, tous les go D'accord. muscu, Mhm. les trucs comme ça. Il y a un rapport au corps qu'il faut pas oublier aussi, dans son rapport à soi-même. Tu vois. Nietzsche? Non, pardon. Bah, typiquement, oui, mais c'est pour ça qu'ils vont beaucoup parler de Nietzsche, la plupart du temps, sans le comprendre. C'est-à-dire Mhm. en étant des bandeurs de Zarathustra ou du surhomme nietzschéen, tu vois, mais sans comprendre, sans comprendre que il n'est pas que dans le monde des idées, et dans leur discours, eux ne sont que dans le monde des idées. Donc tu as cette espèce d'ambivalence qui pue la merde, mais typiquement, ouais, la meilleure phrase du droitard, c'est le physique de ses idées. Tu vois, quelque part. J'exagère, Oui, je vois. Non, mais c'est mais même tu pas le vois ce que je physique, veux c'est dire. l'apparence. Ouais, C'est l'apparence de ses tu vois ce idées. que je veux dire. Il y a un petit Mhm. côté comme ça qui moi, m'a toujours un peu... où je dis, ah, c'est bon, je leur laisse le point. Parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Le reste, ils nous le piquent. Et Je à leur laisse gauche, le non, point moins là-dessus. alors. Ça veut dire que si on porte pas, si on porte un costume et qu'on est de gauche, par exemple, il y aura pas de stigmatisation ou peu Mais il y a importe. un peu ce refus. Tu vois, il y a un peu ce Ouais, truc de... Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de... Poutou sans euh, cravate, jamais de chemise. C'est pas une identification Alors, à une position. non, bien sûr, il y a une esthétique, mais dans le discours, je dirais, vis-à-vis de soi-même, euh, euh, déjà, bien sûr, souvent à gauche, on se pose pas la question de l'esthétique. Ce qui est, bon, à droite non plus, hein, tu me diras. On se pose la question de est-ce que ce que je dis est correct à Mhm. gauche? Tu sais, est-ce que je suis bien matérialiste sur machin? Et quitte à te faire un cours qui fait chier n'importe quel prolo, justement parce que, genre regarde, écoute un Lordon, par exemple. J'adore. Tu vois, Ouais. moi aussi je kiffe, je me Mhm. surkiffe, mais moi je fais écouter ça 30 secondes à ma daronne, mais C'est elle horrible. vomit quoi. Oui, oui. Je veux dire, au bout d'un moment, faut pas déconner. Donc il y a ce truc de esquiver la question de l'esthétique, j'ai l'impression souvent à gauche. Et dans les discours que tu peux avoir tu sais, de personne à personne, il y a souvent ce truc de euh, même oui, bah, le physique ça compte pas. Tu vois, tu Ouais. vois il y a Mhm. souvent ce truc-là de nier le physique. Tu vois, un peu en mode ouais, le physique ça compte pas. Oui, alors bien sûr un peu machin, mais bon après si on discute, voilà. Tu vois. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce mytho. Bah Tu vois. c'est pas du tout réaliste. Enfin c'est se cacher
de son apparition au monde, un petit peu. Enfin, c'est comme si nous n'étions que des idées, alors que la première chose que l'autre voit, c'est l'apparence. Tout à fait. Son apparence, quoi. Et Enfin, c'est là où c'est un peu merdique, c'est qu'effectivement, les droitards, eux, quand il s'agit de politique, ils sont que dans le monde des idées. C'est des idéalistes, littéralement. Dans le sens oui, où... tu trouves? Ah bah carrément. Et eux, ils te parlent de la France, sans te définir la France. Ils te parlent des Français, ils te parlent des Arabes, ils te parlent des La musulmans. plupart des hommes politiques sont dans cette abstraction, quand même, quand Bien on parle sûr. aujourd'hui Oui, d'universalisme, mais la plupart des des hommes guerres des politiques sont de Lumières, droite. du printemps des cerises. Enfin, voilà, je fais un... Oui, mais Il y en a c'est beaucoup, quand la hein. dernière fois que tu as entendu un homme politique te parler de résultats scientifiques? Ils sont pas dans le réel, ces gens-là, ils sont dans l'idée. C'est pour ça que c'est des droitards. Et c'est pour Mais ça pas que de droite. Mais, je sais pas, moi justement, quand Poutou, je peux l'entendre parler de résultats de sociologie. Mhm. Mélenchon, je peux l'entendre parler de résultats de sociologie, ou d'histoire, ou d'anthropologie, etc. Bah, Donc surtout, il y a ils un, ont il y a pas un la même rapport... façon de calculer aussi entre Oui, la droite et la gauche. il y a cette nécessité matérialiste, Mhm. cet impératif matérialiste qu'il y a à gauche, qui rapproche du réel. On parle de qu'est-ce que sont les choses. Là où le droitard, c'est dans l'idée. C'est une certaine idée de la France. C'est une certaine idée de la France. Bon, enfin, non, mais je veux dire, il y a vraiment ce truc de le grand remplacement. Tu vois, mais sans te parler de chiffres. Et puis quand c'est des chiffres, tu te rends compte qu'en fait le gars il a grugé là, puis il a grugé là. Donc en fait, s'il y a une utilisation des chiffres, elle est mise au service des idées. Tu Mhm. vois. Et ça va pas dans l'autre sens. Là où politiquement le gauchiste il est plutôt, enfin le gaucho, il est plutôt conséquent, c'est plutôt matérialiste. Et ça s'inverse au moment de l'individu. C'est-à-dire au Mhm. niveau quand il s'agit d'individus, là on est plutôt dans l'idée, ah tu sais, ça s'envole, c'est très fumeux, tu vois, c'est les ailes de l'oiseau presque chez le gaucho. Là où le droitard, lui, c'est le matériel, le pognon, la baraque, les Mhm. deux bagnoles, le gamin, le labrador, le corps gomuscu, etc., etc. Et j'aime bien enfin, je trouve cette inversion rigolote, en fait. Et je pense que la gauche gagnera au partir du moment où est-ce qu'elle sera tout le temps matérialiste. C'est vraiment En matérialiste. partant Enfin, du... tout le temps matérialiste, c'est un peu dur. Sans se refuser les idées, etc., etc. Mais si tu veux, quand il s'agit de faire des prescriptions, de dire ça serait bien de faire ça, Mhm. y compris vis-à-vis de soi-même, je pense que on va beaucoup moins dans la dépression si on part de ce qu'on est et du matériel, plutôt que si on reste uniquement dans le monde des idées. Parce que le matériel, lui, les idées, ils s'en tapent un peu. Tu vois. C'est pour ça que la droite aura toujours tort en politique. Parce qu'au niveau des idées, c'est toujours le matériel qui a raison, quoi. Là, bah ça, oui. Et puis ça pose la question aussi du quel matériel, parce qu'on parle du matériel, mais ça veut dire les droitards parlent du matériel, comme tu dis, mais parlent beaucoup du pouvoir d'achat, par exemple, quelque chose de très abstrait, mais qui se concrétise peut-être à gauche par... on pourrait comparer, par exemple, le pouvoir d'achat et le capital des ressources publiques, des ressources sociales. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il faudrait balancer le matérialisme un petit peu, peut-être à gauche, remettre plus de matériel sur, par exemple, les questions sociales. Ah, ça dans tous les cas, enfin, moi, j'entends pas de droitard parler De pouvoir d'achat. de pouvoir d'achat, sauf là, dernièrement, il y a eu un Bah, espèce de petit il a sondage. augmenté apparemment de je sais pas combien de Ouais, il a pourcents. Là. augmenté. Ouais, mais alors tu sais, c'est des niveaux Ouais. globaux, et en fait, quand Oui, tu oui, regardes c'est les ça. Non, mais machins- c'est des études. Mais le truc, c'est que ça Quand tu perce. fais par tête de pipe, je veux dire, tu vois, au bout d'un moment, enfin, si tu as 25 études qui te disent la pauvreté augmente, les inégalités augmentent, et que d'un autre côté, on te dit, oh, le pouvoir d'achat a augmenté, il y a un truc qui va pas. Ça Si va tu veux, pas. Ça va pas. typiquement, On est d'accord. surtout sur le truc du pouvoir d'achat, bon, c'est un cas très spécifique. C'est un cas très particulier. Et je fais la parenthèse pour qu'on comprenne, pour que les auditeurs pigent bien la baise qu'il y a derrière. Mais après, on retournera un peu au bouquin. Mais en ce qui concerne le pouvoir d'achat, en fait, il est calculé un peu de manière biaisée, si tu veux. Comme tous les calculs. Hein. Tu lis des bouquins de comptabilité, c'est rigolo. Comme, Non, c'est horrible. en fait, la le compta, nœud du capitalisme est dans sa manière de compter les choses. Hein. Oui.
Là, en l'occurrence, il y a vraiment ce truc. Cotisation. Loi Fillon. Ou charge sociale. Ça dépend qui tu demandes. Mais oui, non, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, typiquement, si je te donne un iPhone à 800 balles, l'iPhone 8 à 800 balles, et qu'après je te file l'iPhone 9 à 850 balles, ou à 1000 balles, eh bien, on peut compter que les avancées qui sont dans l'iPhone 9, en fait, valent beaucoup plus que 1000 balles. Et du coup, on dit, ton pouvoir d'achat a augmenté. Tu te rends compte toute la qualité que tu peux acheter avec seulement 1000 euros. Sauf qu'en fait, l'avancée technologique, qui est comptabilisée dans le pouvoir d'achat, en fait, non. Pour revenir au bouquin. Le devoir de mémoire. Toi, qu'est-ce que t'en as... Au final, pourquoi tu l'as choisi, celui-là? Pourquoi tu as choisi celui-là? Et pourquoi tu as choisi ce passage-là? Déjà parce qu'il y a un rapport à ma réalité, que ce soit un rapport de ressemblance ou de dissemblance. Enfin, il y a un rapport à ma propre réalité étant descendante juive, donc un questionnement, et un questionnement plus politique sur pourquoi entretenir un devoir de mémoire. Pourquoi quelle est la limite entre la commémoration et le culte de la mémoire, par exemple. J'ai toujours détesté aller le 11 novembre. Ouais. Ça m'a toujours saoulée parce que je ne voyais pas de réelle implication personnelle ni collective, en fait, dans le fait d'aller chanter la Marseillaise. Déjà, chanter la Marseillaise. Enfin bref. Devant un monument aux morts. Ça m'a toujours posé, pas problème, mais question. Pourquoi on y va et qu'est-ce que... Est-ce que ça rassemble? Le rituel, le côté rituel. Ouais, je comprends ça, ouais. C'est tout. Et ça fait 2-3 ans là, que je bosse sur les relations interculturelles, sur l'interculturalité, l'interculturation, c'est-à-dire... L'interculturalité, c'est l'étude des rapports entre cultures. Acculturation, c'est comment l'acculturation, ça je connais. Voilà. Ouais. Acculturation, c'est qu'on intègre une culture à la sienne, on l'englobe, on la mange. Et l'interculturation, c'est un peu un melting pot, quoi. C'est chacun va prendre un peu de l'autre. Et donc, d'accord. Ce bouquin, pourquoi il me ramenait aussi à cette étude-là? Parce que on est un siège mémoriel. Il y a plusieurs communautés qui s'imbriquent à l'intérieur, dans un même lieu, autour du tourisme. Donc c'est un lieu interculturel. En quoi il permet de se rassembler? En quoi il permet de se connecter? Et en quoi il ne le permet pas? En fait, ça ne le permet pas. Donc à quoi ça sert? C'est le devoir de mémoire, si ça ne permet pas de se rassembler autour d'un souvenir qui soit commun, ou de se comprendre, d'avoir une espèce de compassion qui se crée. Donc voilà, c'était un questionnement avec. Je voulais en discuter avec toi. Comment toi tu le voyais? Ouais, toi, après moi je pense que là-dessus on a un peu la position, la même position. Non, moi c'est vrai que la mémoire, moi, ça m'a toujours fait chier. Mais les rituels de manière générale. Les rituels m'ont toujours un peu cassé les couilles. J'ai jamais trop accroché. Là cette année j'ai enterré mon père. Là, du coup, du rituel, j'en ai bouffé. Et pareil, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Tu vois, je comprends, mais tout le monde était tétanisé quelque part. Tu vois, par ça. Peur de dépasser comment on pourrait dire? Il y a ce truc de il y a cette peur de l'offense, quoi. Oui, c'est ça. Il y a cette peur de l'offense à chaque coin de rue, de mouvement, en fait. Mais de manière plus générale, sans rentrer trop dans ce cas qui est très spécifique finalement, il y a vraiment ce truc de... je le voyais même comme une exclusion. Les devoirs moraux, les devoirs de mémoire. Une exclusion? Ouais. J'ai l'impression que ça mettait en marge. Ouais, tu sais, typiquement, j'ai eu ce truc où j'ai appris... Là, par exemple, j'ai pas du tout d'accent en Corse.
tu vois, ou Mhm. quasiment pas. Et j'ai pris un malin plaisir à me départir de mon accent corse. Euh, j'ai pris un malin plaisir à faire ça pour me retrouver en face de gens qui en jouaient beaucoup, pour pouvoir mieux leur parler d'histoire corse sans accent corse qu'eux avec l'accent corse. Mhm. C'est parce que le problème de la mémoire, c'est que souvent on se souvient de ce qui nous intéresse, quoi, et pas de ce qui est vraiment, tu vois. Qu'est-ce qui est vraiment? Qui est-ce qui écrit Bah, l'histoire? Ce sont les vainqueurs bah aussi. oui, voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un Mhm. moment, moi, il y a vraiment ce truc, cette espèce ouais, de cassage, quoi. Moi, j'avoue que là-dessus, ouais, la mémoire, ça me gonfle, en fait. Parce Je qu'il y a quand m'en même beaucoup fous. un culte de la mémoire aussi en Corse, Bien sûr. sur notamment les célébrations, la scission par rapport au continent qui est... Ouais, bah, tu vois, par exemple, un exemple à la con, mais tu vois, les mouvements indépendantistes, moi, ça me fait chier que ça soit dans la mémoire, quoi. D'accord. Presque, j'aurais préféré que ça continue. Comme ça, au moins, c'est pas dans la mémoire. Tu vois. Déjà parce que ça a un effet positif, me semble-t-il. Euh, mais au-delà de ça, j'ai quand même, comment dire. T'aurais voulu que ça inscrive une évolution quand même, que ça... Voilà, en fait que ça continue jusqu'à ce que ça marche, quoi. Ouais. Si tu veux passer dans la mémoire, c'est aussi quelque part, bien souvent, bon, pas tout le temps, tu me diras, il y a aussi des trucs, mais c'est aussi un aveu d'échec, quoi. Tu vois. Euh, Et c'est pour ça qu'à un niveau personnel, dans tous les cas, je suis jamais trop fan de la mémoire. Après, un niveau politique global, bah, il faut pas se leurrer. C'est un truc qui est au moins nécessaire. Je veux C'est dire, nécessaire, ouais. le récit national, tu vois, c'est rien d'autre que de la mémoire. Bon, après, bien sûr, hein, Ouais, mais fait quand en tu te rends labo, compte quand quoi. même Mais qu'un Français sur 10 ne savent pas ce que c'est que la Shoah. ouais, un Français sur 10. Ouais, Oh, ça va. Ça va, un Français sur 10, dis donc. Putain, j'aurais voulu qu'il y en ait c'est plus qui énorme. sachent pas, moi, pour le Ah coup. ouais? Bah, je crois, en tout cas, il y en a plus qui savent pas que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, quoi, tu vois, presque. Non. Oh, ça m'étonnerait pas. Ah non, mais il y avait eu un truc à la con comme ça, qui regardait, et puis t'avais, je sais plus, un truc de fou, genre 3 ou 4 Européens sur 10 qui savaient pas que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Et il y en a plus qui connaissent la Shoah, eh ben dis donc. Oui, on a vraiment des grosses lacunes en astronomie, quoi. C'est vrai. Non, mais après, Les si statistiques. tu veux, moi, si tu veux, pour toute cette période, moi, je conseillerais d'abord et avant tout Johann Chapoutot, si tu veux, pour toute la période de la Seconde Guerre mondiale. Et même avant, c'est-à-dire les années 20 jusqu'à... voilà. Et même avant encore, il me semble qu'il parle aussi... Enfin bref. Mais Johann Chapoutot, lui, qui est un spécialiste de l'idéologie nazie, Mhm. et qui du coup nous parle de l'idéologie nazie. Et c'est très intéressant. Du coup, on apprend plein de choses. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus important de se souvenir de ça Mhm. que de se souvenir. Euh, ouais, je sais pas. Si tu veux, c'est intéressant, mais c'est presque Enfin, oui, il y a plein de morts, mais tous les jours, il y a plein de morts partout. Moi, Oui, c'est pour ça. Ouais, moi, ouais. si tu veux, je trouve ça tellement triste. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à un Ouais, moment. en Syrie. Je trouve ça tellement triste qu'on s'attarde sur certains plutôt que sur d'autres. Après, c'est peut-être moi qui suis con. Bah, surtout qu'on a le devoir de mémoire sur la Shoah, sur le, le génocide, des Arméniens. Mmh. Et on fait un petit peu l'impasse en France sur, par exemple, l'Algérie. Oui, On fait un enfin, peu mais même en se un déplaçant, non-devoir de c'est-à-dire même mémoire. si on veut de l'exotisme, on peut parler des Indiens, on peut parler, je veux dire, Oui, mais des choses qui sont quand même proches de l'histoire française, qui sont oui, connectées, qui oui, oui, sont... carrément. Voilà, où on est, Non, non, ça c'est clair et net. on est Maintenant, acteur, c'est quoi. vrai que, en fait, ouais, c'est peut-être que je fais une saturation parce qu'on ne parle que de cela. Bon, On parle que de ça, tu trouves? moi j'ai l'impression que Du devoir de mémoire? quand il s'agit de génocide, on parle, enfin, tu vois, je veux dire, s'il y a le point Je trouve qu'on Godot, parle pas beaucoup de génocide, justement. On n'en parle pas du bah, tout. sauf quand on parle de la Shoah.
Oui, c'est ça. On parle de la Et, Shoah. Il y a peut-être 2 ou 3 génocides dont on et parle. si tu veux, il n'y a aucun génocide qui doit être sanctifié. Hein, je suis pas en train de dire ça. Non. Tu vois, je veux dire. Non, Mais tous aucun ne les doit être génocides cancellé, sont quoi. horribles. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté. Et si tu veux, je ferais la même réflexion si on parlait Bon, après, ouais, je veux pas à aucun moment, enfin, à aucun moment, je veux paraître d'une manière même indirecte antisémite ou un truc comme ça. Tu vois, c'est même pas du tout le propos. C'est vraiment juste plus une histoire de qu'est-ce qui, dans la sphère historique, apparaît dans la sphère publique, en fait. Qu'est-ce qui, dans le champ des historiens, arrive dans le champ médiatique. Mhm. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant à, à regarder ou à déplorer. En plus, d'autant plus que je n'attribue pas ça à une espèce de volonté. Tu sais, des fois, il y a ce truc de ouais, en fait, on nous parle de ça parce que c'est des juifs qui sont au pouvoir, machin, etc. Ouais. Non, c'est simplement une organisation historiquement, culturellement située qui, de fait, en fait, a mis en avant plutôt tel type d'histoire, Mhm. tout comme n'importe quelle portion du récit national qui a été mise en avant, plutôt que telle autre, en fait. Et donc Elle la se trouve réécriture de l'histoire, où est-ce que tu te placerais toi sur le fait de réécrire l'histoire, pas forcément ni de la canceller, mais de la réécrire, de changer de... bah, le problème qu'il y a, c'est que dès que tu l'écris ou la réécris, il y a un écrivain. C'est ça. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai pas une foi bizarre et finalement, je pense très inconséquente de l'objectivité. Tu vois, en mode, ouais, faudrait un récit qui soit, comme ils disent dans le machin. Bon, non, en vérité, tu n'accèdes jamais, ne serait-ce que dans ton choix de sujet. À l'objectivité. Et c'est pas grave en soi. Le truc, c'est de mettre en place un récit national, ou pas national, un récit de groupe, disons, tout comme un récit personnel, hein, d'ailleurs, euh, qui soit en accord avec presque j'ai envie de dire, on en revient à ça, les impératifs matériels. Typiquement, avoir un récit national qui engagerait à plus d'écologie, aujourd'hui, serait profitable matériellement. Mhm. Tu vois ce que je veux Alors dire? qu'on est encore sur un récit national de valeurs. Productivité. Ouais. Alors, de valeur, ça c'est tout le temps, mais de productivité, c'est-à-dire Mhm. éventuellement de création de valeur, comme le capitalisme entend la valeur. Mhm. Et c'est pas neutre du tout. J'entends pas du tout le discours politique comme un discours productiviste. En fait, quand j'écoute les hommes politiques parler, c'est pour moi ces derniers temps passé complètement pas à la trappe, mais le PIB, on n'entend pas parler. Qu'est-ce qu'on fait en France? Qu'est-ce qu'on fait? Putain, moi j'ai l'impression qu'on entend parler que Ah de ouais? ça, moi. Bah, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu ce truc pendant le premier confinement, où est-ce qu'il y avait ce truc de ouais, alors je ne vais pas mettre le confinement tout de suite parce que sinon on produirait plus rien. Non, c'est que les gens Euh, n'iraient plus travailler. C'est pas où on ah bah produirait oui, plus non mais rien. ça revient même. Non, mais c'est pas la même chose parce qu'on peut aller travailler et rien produire du tout. Et c'est ça le problème aussi. Bah oui, mais Il pas faut pour le qu'on capital. produise en France. Pas C'est pour le pas. capital. Pour le capital, si tu viens faire Happiness Manager, tu produis. Oui, tu En produis. fait, Ouais, tu produis quelque chose de tu très produis pas. abstrait. En fait, pour le capital, tu ne produis pas que à partir du moment où tu ne produis pas pour lui. Si tu sais, c'est le fameux exemple enfin, si tu débroussailles ton allée, quoi. Si tu débroussailles ton allée pour toi, tu n'existes pas. Mhm, Le capital te reconnaît pas comme créateur de valeur. mhm. Enfin, tu sais, c'est la création de valeur Sauf si tu vends d'usage, ta maison etc. Enfin, après. tu vois, c'est Frio, tout ça. Ouais. Mais si tu le fais pour la mairie, tu coûtes de l'argent aux contribuables. Et si tu le fais pour Gaston Paysage, là, tu crées de la valeur. Mhm. Donc, en fait, l'organisation du travail capitaliste, il se fait toujours avec ce point de fuite qui est le capitaliste. D'ailleurs, enfin, je veux dire, il n'y a pas de piège, hein, c'est écrit dessus. Je veux dire, ça s'appelle comme ça exprès. Hein. Et en fait, C'est- le lien qui réunit toute la valeur productive, alors en France, c'est la facture. C'est le fait du moment que tu as une facture, que tu es facturé, tu produis de la valeur. C'est-à-dire, Ça dépend. Si tu le fais, si c'est une mairie qui, il n'y a pas de facture. ben là pour le coup, on va dire tu coûtes de l'argent. C'est ça, oui, parce Ça, que ça veut dire. tu n'as pas produit. T'as pas mis en valeur un capital. T'as pas fait fructifier du capital. C'est ça la baise finale en fait. Parce que ben, tout simplement, comme n'importe quel mode idéologique, c'est un mode de production. Sauf dans le tourisme. Ah bon?
Bah, dans le Vas-y. tourisme, si tu tailles les allées de Birkenau, ou de ta maison dans le village à côté de Birkenau, tu vas créer quand même du capital. Tu vas créer un capital touristique. Bon, bah oui, mais encore une fois, ça dépend qui le fait. Si c'est un passant, quelqu'un qui va au musée et qui s'arrête pour couper, ça ne sera pas compté. Si c'est Gaston Paysage, ça sera compté. Et si c'est la mairie, en tant que le capital qu'elle met en avant pour payer quelqu'un se fait pour éventuellement faire fructifier un capital. Après, je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche Birkenau ou même. Enfin, je sais pas comment ça marche en fait. Peut-être que c'est des trucs publics en fait. Que ça m'étonnerait même pas d'ailleurs. Mais en vrai, il y a ce truc-là. Il y a ce truc de si tu entretiens les autoroutes de Vinci, c'est bon parce que tu mets en valeur du capital. Tu vois, même si c'est du public qui le fait. Faut qu'il y ait une entreprise qui rentre en jeu pour créer du capital alors aujourd'hui. Voilà. En fait, c'est dépenser pour dépenser, c'est coûter. Tu vois, si tu dépenses pour un capitaliste, bah, tu gagnes. Enfin, pour une entreprise. En gros, Ouais. on fait comme si tu avais gagné. Et c'est pour ça que tu as des trucs genre le CICE, les projets, les crédits impôt recherche, les réductions d'ISF, enfin la destruction de l'ISF, etc. Pourquoi ? Parce que, ben, en fait, c'est pas si tu veux, c'est ok, je perds de l'argent, mais en fait, le capital le gagne. Donc, si le capital le gagne, à la fin des fins, on y gagnera. C'est ça c'est le capitalisme, quoi. C'est une façon de calculer alors. Oui, bah, Beaucoup, bien sûr, ouais. on y revient, hein, c'est une manière de compter. Hein. Bon, alors on arrive doucement à la fin de l'émission. Malheureusement, c'est court en fait. Hein. Vous avez vu ? Enfin, moi, ça monte avant, puis en fait, c'est court. Mais c'est déjà nuit. Oui. C'est bon, le soir est tombé. On ne peut plus parler. Voilà. Courez. Est-ce que tu as un dernier machin à nous raconter ? Est-ce que j'ai un dernier machin à vous raconter ? Non, j'aurais peut-être une phrase de Monsieur De Vecchio, Figaro Vox, à vous poser. Oh putain, on cite les grands Figaro. auteurs. On cite les grands, là. Attention. Est-ce qu'on est victime de père en fils ? Voilà. Ah. Le mot de la fin. Non, c'était pas prévu que ce soit le mot de la fin, mais... Enfin, on me demande de dire un truc, vas-y. Non, mais ça marche. Ça marche. Oui, enfin, ça marche dans le sens... est-ce qu'on est victime de père en fils ? Moi, je suis sûr que typiquement, De L'est-on ? Vecchio, selon quel type de victime, il dirait pas pareil, tu vois. Ah. Si c'est pour la Shoah, je le sentirais Si plus c'est un souple fils, si c'est un fils de que si flic, c'est un fils ou un petit-fils d'immigré, tu vois. Mhm. Mais bon, bref. fils de policier, comment mon Ouais, père, pareil. Ouais, oui, non, mais c'est ça. Mais ouais, oui, De Vecchio, putain, puissant. Moi, j'ai rien à rajouter, moi. Donc, juste, Ça va. merci Merci. beaucoup de te passer. Et puis, Et bonne soirée. au prochain livre. Ça va. Chers auditeurs, bonne soirée sur Radio Nebia 90.6. Enfin, bonne soirée pour nous. Et peut-être bonne journée pour vous, on verra. En tout cas, à la prochaine.